Alors aujourd'hui, réponse à vos questions avec au menu, j'en ai pris 5 je crois. La première autour de la numérologie, ensuite on va parler de la connexion à l'âme et l'attitude différente de votre autre en tant que personnage. Toute la question aussi autour du réalignement et du chaos que peut vivre votre autre. La dépendance affective et enfin ce qui concerne l'espoir. Alors, je ne vais pas reprendre spécifiquement l'intitulé des questions qui me parviennent parce qu'en fait, elles me parviennent de différentes sources et ce sont des thématiques qui sont récurrentes tous ces derniers temps. Donc, je réponds de manière finalement et personnelle et collective via ce biais pour que tout le monde puisse en profiter, en bénéficier. Alors, tout d'abord, on pose régulièrement cette question autour du lien entre la numérologie et les flammes jumelles. J'accompagne moi-même des personnes en numérologie vibratoire et angélique. Je vous renvoie au billet sur les bases de la façon dont je vois la numérologie. J'ai posté il y a quelques jours un billet sur mon blog des mots à l'âme. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc déjà pour que ce soit clair pour vous autour de ce que je parle, je veux simplement dire que flamme jumelle, c'est pas être un copier-coller, nous ne sommes pas des clones. Chacun a son chemin d'évolution, donc on n'est pas obligé d'être effectivement d'avoir une numérologie qui est extrêmement similaire, proche. Quand on parle de numérologie, en fait, on parle de position dans la roue karmique d'incarnation. Je vous renvoie au billet. On parle aussi de vibration, de potentiel de lumière. Alors c'est vrai que quand il y a un grand écart dans les chemins de vie, dans la position, dans la roue karmique d'incarnation entre les flammes jumelles, ça pose question. Souvent on trouve réponse soit dans le nœud karmique originel, je vous renvoie à la vidéo sur le nœud karmique originel qui n'est pas une mémoire terrestre, je vais le dire et le redire parce qu'il y a encore beaucoup de confusion par rapport à ça, soit parce qu'il y a eu un phénomène vibratoire particulier de type walking, j'explique ça aussi dans mon billet, en tout cas il y a une explication, donc ne vous alertez pas si vous êtes en chemin de vie 8 et que votre flamme jumelle est en chemin de vie 4. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas flamme jumelle, ça ne laisse rien, ça ne prédéfinit pas ce que vous allez pouvoir vivre ensemble. Donc ne soyez pas affolés par rapport à ça, ça donne effectivement des indications sur les défis et les spécificités de chacun. Et si on met en synergie aussi, ça donne des indications sur la co-création. Alors pas sur la réunion, parce que ça relève vraiment du choix des âmes, et on peut être en chemin de vie 4 et se trouver en couple, et être en chemin de vie 9 et ne pas y être. Donc, vous voyez, la réunion n'est pas forcément attachée systématiquement à plus on est loin dans la roue karmique d'incarnation, plus c'est possible. Oui, on a un gros potentiel de lumière, effectivement, et en même temps, est-ce qu'on l'active? Qu'est-ce qu'on en fait? On est très loin en ce qui nous concerne, Philippe et moi. Nous ne sommes pourtant pas des clones, nous avons une numérologie, un chemin de vie qui est strictement le même et qui a en vérité un sens très précis et très profond, et qui dit aussi quelque chose de notre synergie ensemble, de qu'est-ce que nous sommes venus faire au regard de, voilà, quand on met les chiffres ensemble et qu'on leur donne sens, c'est une évidence au regard de ce que nous avons vécu et au regard de ce qui nous a réunis la première fois, à savoir du caritatif. Donc vraiment cette donnée de contribuer à autrui, d'être vraiment dans un aspect social, humanitaire, etc. Puisque c'est ça qui nous a réunis au départ, et d'autres ingrédients dans cette séquence-là qui, avec le recul évidemment, font pleinement sens quant à la co-création, qui pour l'instant n'est pas totalement manifestée, vous ne voyez pas Philippe ici, mais en tout cas dans ce qui est prévu, dans ce qui est prévu par nos âmes. Au-delà de ça, je veux dire que je le vois dans tous les accompagnements, et sont nombreux maintenant que j'ai pu faire, quand est-ce que ça marche d'une certaine façon? Alors il n'y a pas de recette unique pour tout le monde. J'ai envie de dire que
Les gens qui arrivent à être en couple et à y rester, même si c'est une relation qui reste confrontante et où il y a beaucoup de défis, hein, mais qui arrivent à avoir une relation, on va dire, plus au long cours et de plus en plus pacifiée. D'abord, ils ont fait un chemin de guérison, voilà. Mais c'est aussi quand il y a un niveau de conscience qui est plutôt proche. En fait, c'est ça la clé, hein, quand il y a assez d'ouverture et de conscience et d'amour vrai manifesté chez les deux. Hein. Vraiment, dans toutes les personnes que j'ai accompagnées, j'accompagne maintenant depuis plusieurs mois des couples ensemble de flammes jumelles, et je vois ça, c'est plus facile quand effectivement le niveau de conscience, voilà, est assez proche. Alors ne vous affolez pas si ça n'est pas votre cas, parce qu'il y a des tas de moyens de prendre un raccourci pour récupérer la vibration et le niveau de conscience de la flamme jumelle éveillée, la première. Ça peut être par un travail de conscience, je vais en reparler tout à l'heure, ou effectivement par des situations de chaos. Hein. Donc rien n'est figé, rien n'est fatalité. N'utilisez pas ce que je suis en train de dire pour vous décourager et vous mettre dans un état où vous pouvez penser que tout est fichu. Hein. La numérologie, c'est la mathématique de l'univers. Elle est importante, elle donne effectivement des indications. Il y a des choses très intéressantes à y percevoir. Et en même temps, voilà, il y a aussi toute la question du choix des âmes, de ce que vous en faites aussi en tant que personnage, voilà, et de comment vous vous ouvrez aux situations et au chemin qui vous est proposé. Hein. Donc vraiment, je vous renvoie à ce billet pour avoir les bases de compréhension. Voilà ce que je peux dire par rapport à la numérologie et les flammes jumelles. En réalité, ça donne des indications pour tout type de relation, la numérologie. Mais c'est vrai que sur le plan des flammes jumelles, une similitude dans les niveaux vibratoires, c'est un atout supplémentaire. Mais ça ne fait pas tout. Hein. Je vous ai dit, Philippe et moi, nous sommes au même niveau vibratoire. Ça ne veut pas dire que effectivement le niveau de conscience est strictement le même en même temps. Il est beaucoup plus lent que moi. Et il le reconnaît d'ailleurs. Hein. Son potentiel est strictement le même. En fait, en termes de conteneur de lumière, simplement, il a un agenda différent. Il avance différemment, à un rythme différent et par des expériences différentes. Hein. Donc, ayez aussi ça en tête. Voilà pour la numérologie. Alors ensuite, la question qui m'est posée, c'est je suis connectée à l'âme de mon autre et je ne retrouve pas effectivement cette qualité d'amour, de lien, etc. dans la relation avec la personne, le personnage. Donc, j'ai envie de dire que c'est normal. Hein, c'est important de distinguer les deux. Je rappelle qu'il y a 3 niveaux en chacun d'entre nous. Il y a le moi supérieur, la part inaltérée, inaltérable, cette part qui a connexion avec la sagesse universelle, la conscience universelle, qui a le grand plan, votre plan, ce que vous êtes venu être et faire ici. Hein, donc le moi supérieur, la part de divin en vous, l'âme qui peut être blessée et qui sert à l'incarnation, aux incarnations du cycle terrestre. Hein. Donc elle vit une multitude d'expériences dont elle peut garder trace, l'âme. Deuxième niveau, et le troisième niveau, c'est le personnage, c'est l'ego. Hein. Donc qui sert dans cette incarnation d'ici et maintenant, avec comme véhicule le corps, et qui fait donc des expériences voilà, au regard des choix de l'âme, sans qu'il soit tout à fait en conscience, et qui effectivement avance selon un agenda particulier. Donc c'est normal que vous ne retrouviez pas, quand vous avez enclenché un phénomène de télépathie avec votre autre, ou de capacité extrasensorielle, de ressenti de connexion, etc., que vous ne retrouviez pas, parce qu'on parle de 2 parts qui sont assez différentes. Il peut se passer aussi autre chose par rapport à ça. Parce que souvent on me dit oui, mais l'âme vient me chercher, m'appelle au secours, me demande de l'aider, enfin il y a différents phénomènes, me donne des informations dans tel ou tel sens, etc. etc. D'abord, ça peut être votre discernement qui peut être travaillé dans ce cadre-là.
Donc êtes-vous bien connecté à l'âme de votre autre, hein. Il y a aussi peut-être à vraiment vérifier, vous devez pouvoir reconnaître l'énergie de votre autre, donc c'est important de ne pas vous embarquer dans n'importe quelle assimilation de connexion, de ressenti, hein. Dans l'énergétique, tout est très codé. En tout cas en ce qui me concerne, moi très rapidement c'est ce que j'ai compris et installé en moi, tout est très codé. Quand c'est à tel endroit ça veut dire ça, etc. etc. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de figer les choses, mais il s'agit de, voilà, de mettre en place quelque chose qui est reconnaissable. Hein. Donc ça peut être le travail sur le discernement, ça peut aussi vous amener à faire des réapprentissages. Ça a été le cas pour Philippe et moi, effectivement, pendant la séparation, au début, son âme venait régulièrement me chercher, me donner des axes de travail. Waouh! Et en fait, elle était en train de m'aider à récupérer certaines de mes facultés extrasensorielles, etc., notamment du passage d'âme, enfin un certain nombre de choses que j'avais oubliées que je savais faire et que je redécouvrais. Donc en fait, elle était vraiment partenaire de cet réapprentissage, de cette redécouverte de certaines parts de moi. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que vous avez besoin de travailler le lâcher-prise. Et généralement, il se passe un truc derrière ça. Donc vous avez tous ces ressentis, toute cette télépathie, toute cette connexion avec l'âme de votre autre. Et en fait, c'est avoir des nouvelles sans en avoir. Si vous êtes séparés, que vous n'avez plus de nouvelles de votre autre dans les plans concrets, hein, avec le personnage, avec la personne, eh bien tiens, c'est avoir des nouvelles sans en avoir, hein, voyez. Et ça, à un moment donné, ça s'arrête. Hein. D'ailleurs, j'ai ces derniers temps des personnes qui me posent cette question-là. Je n'ai plus de connexion dans les plans subtils avec mon autre, en plus de ne plus avoir de nouvelles dans les plans concrets. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une punition. Ça peut être ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on vous demande d'ôter cette béquille, hein, et d'arrêter de vous accrocher à une forme de contact, même s'il n'est que sur le plan subtil, je dis que entre guillemets, hein, et entrer vraiment dans un moment de lâcher prise et donc de foi. Ça peut être aussi pour vous préserver. Peut-être que votre autre vit des situations de chaos ou des relations toxiques, que sais-je, et parce qu'il y a les vases communicants, ils peuvent être parfois modérés. Alors le lien n'est pas rompu, mais la connexion peut être suspendue pour votre protection. Moi je sais que j'ai connu ça. Hein. Pendant plusieurs mois, effectivement, je n'avais plus de connexion avec Philippe. Alors c'était effectivement parce que j'avais à entrer dans plus de lâcher prise, mais c'était surtout pour me protéger. Il était à ce moment-là dans une relation particulièrement nocive. Alors c'était pas étanche, mais en tout cas c'était très largement modéré et c'était passé par cette non-connexion, plus de ressenti par les plans subtils. Bon, et puis ça revient. Donc voilà pour ça, donc bien distinguer tous les plans, ne vous faites pas justement de plans, ne vous racontez pas d'histoire à partir des connexions d'âme, parce que le mental s'en saisit et fait des tas de scénarios à partir de ça, accueillez, point. Hein. Donc pas de béquilles, pas de scénarios dans tous les sens, pas de projection, et oui forcément ce que vous vivez sur le plan de la connexion avec l'âme est différent souvent de ce que vous pouvez vivre avec le personnage, hein, si vous êtes encore en relation. Ensuite, une troisième question autour de, ça revient également souvent, plus j'avance, plus mon autre connaît des difficultés, etc. J'ai envie de dire que c'est normal. C'est en fait le réalignement de l'un invite l'autre, votre autre, à se réaligner. Alors évidemment, il ne le sait pas toujours, mais tout ça, ça se passe dans les plans subtils, parce que je rappelle, et c'est important de l'entendre, parce que parfois, il y a des personnes qui ne vivent ça que sur le plan strictement terrestre, et par le petit bout de cette lorgnette-là, 80% de ce lien se passe dans les plans subtils. Hein. Donc chaque fois que vous allez vous rapprocher de qui vous êtes vraiment, en travaillant à votre guérison, à votre évolution, etc., c'est une invitation par les vases communicants pour l'autre à se réaligner à lui-même. Le lien de flamme jumelle, c'est un retour vers soi, hein, donc c'est important. Donc soit il le fait en conscience parce que voilà, il comprend qu'est-ce que c'est que ce lien de flamme jumelle, il a suffisamment d'ouverture à ce moment-là pour faire un travail, le chemin donc en conscience, et je dis un travail sincère, parce que je vois ça parfois où l'un des deux dit qu'il travaille et en fait il y a un travail de surface, hein,
et ça c'est reconnu hein, par le divin que c'est pas tout à fait sincère. Donc soit il se réaligne par le chaos, ce pourquoi il peut connaître effectivement des situations bouleversantes, éprouvantes, particulièrement secouantes. Je vois des choses absolument assez hallucinantes dans les témoignages que j'ai, et ça a été le cas pour Philippe, hein, alors que j'avais bien rempli mon rôle de sauveur qui était encore un peu là, que vraiment j'avais abondé dans le sens de la guérison, que j'avais abondé dans le sens de la guidance, etc. Que oui, il m'avait dit mais tout est juste, tout est beau, et qu'est-ce que tu as une compréhension fine de tout ça, et puis tout ça on le met au fond du tiroir, parce qu'il avait besoin de passer par ses propres expérimentations, et que c'était pas juste qu'il ait un mode d'emploi extérieur. Hein, et qui, voilà, donc il n'a pas souhaité prendre le chemin de la conscience, il a donc pris un chemin du chaos. Bon, et c'est un réalignement de toute façon. Hein. Donc ne vous culpabilisez pas par rapport à ça, n'arrêtez pas votre travail pour autant de réalignement, de travail de guérison et d'évolution, continuez. Hein, chacun a son propre chemin d'évolution en tant qu'âme. Donc il ne s'agit pas de le mettre sous la coupe de l'autre et en dépendance avec l'autre, hein, et ne l'utilisez pas non plus comme une stratégie. Hein, c'est-à-dire ne vous dites pas je me réaligne comme ça l'autre ça va le réaligner aussi. Non, hein, il ne s'agit pas de ça. Je veux aussi dire que tant que l'autre se fuit, forcément il vous fuit. Hein, parce que la flamme jumelle, c'est un retour vers soi. C'est une rencontre avec soi. Comment peut-il véritablement pleinement vous rencontrer s'il ne fait pas cette démarche d'abord vers lui-même? Et ça vaut pour vous hein, aussi. Hein. C'est d'abord la rencontre avec soi qui permet la rencontre avec l'autre, avec son autre. Et c'est pareil pour l'amour. Si votre autre ne s'aime pas, au sens de l'amour de soi, pas de l'amour narcissique, comment peut-il pleinement vous aimer? Hein, c'est pour ça que je parle toujours de cette base absolue de l'amour de soi, que tout part de soi. Parce que ça tient aussi à ça. Comment on peut pleinement aimer son autre si on n'a pas commencé par s'aimer soi? Hein, vous voyez, il y a ça vraiment à entendre. Dans le prolongement de ce que je viens de dire, il y a beaucoup de questions, ou en tout cas de situations autour de la dépendance affective qui me sont rapportées, tant dans les accompagnements que je peux faire, que dans les situations qui me sont traduites, témoignées. C'est vraiment important, et donc c'est vraiment dans le prolongement de ce que je viens de dire, d'entendre qu'il y a un travail à faire quand il y a dépendance affective, autour des failles narcissiques, de l'amour de soi, d'aller voir les blessures fondamentales de l'enfance, les mémoires fétales aussi. Je vois ça très très souvent dans les accompagnements que je fais. Quand il y a une très forte dépendance affective, il peut y avoir une mémoire fétale de type jumeaux perdus. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez que 10 à 15% des grossesses sont des grossesses de jumeaux, donc il y a deux fœtus, de faux jumeaux, deux fœtus dans deux poches différentes, et au début de la grossesse, la maman peut perdre l'un des deux fœtus. C'est un événement qui passe, qui peut être assez anodin, qui peut ne pas être perçu pleinement. Un peu mieux maintenant, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était vraiment des phénomènes, voilà, il y avait des saignements et point. On n'accordait pas plus d'importance que ça. Et donc il peut y avoir la perte d'un des deux fœtus. Pour celui qui reste, il y a une blessure d'abandon qui s'imprime à ce moment-là, qui est excessivement forte. Moi qui les reconnecte dans le travail de guérison, émotionnellement, énergétiquement, c'est assez énorme. Et donc, il y a aussi un phénomène de culpabilité qui s'imprime, hein, parce qu'il y a déjà une vivance, là, hein, on est sur du fœtus, il y a déjà une vivance, hein, une notion de culpabilité qui s'imprime, pourquoi moi je reste et que l'autre part. Et puis, il peut y avoir aussi toute une notion autour de la mort, hein, c'est-à-dire que avant que l'autre fœtus ne parte, l'autre fœtus encore vivant peut baigner dans une atmosphère de mort, hein, d'une certaine façon, de perte de vivance. Et donc ça peut engendrer ensuite des phénomènes d'autodestruction, adultes par exemple, hein, des phénomènes aussi de TOC, voilà.
et de dépendance affective, parce qu'on a eu une blessure d'abandon qui s'est imprimée là de manière extrêmement forte. Donc la dépendance affective peut avoir plusieurs sources, c'est important de faire un travail par rapport à ça. Elle n'a pas de place dans le lien de flamme jumelle, je le redis, on ne peut pas avancer dans un lien si on est dans une notion d'attachement. Vous l'avez bien compris, je l'ai dit plein de fois. Alors, je le dis pour l'autre, mais je le dis aussi pour tout un chacun. Alors, c'est possible chez l'autre qui va, peut-être vous le constatez, développer d'autres relations, des relations plus classiques, d'abord parce que ce lien de flamme jumelle, il ne sait pas dans quelle case le mettre, j'ai aussi déjà parlé de ça, et puis, donc c'est confortable, donc il va vers des relations dont il connaît la nature, même s'il n'analyse pas tout ça comme ça, mais au moins ça correspond à ses filtres, ça correspond à ce qu'il a déjà vécu. Ok, c'est des relations d'attachement égotiques, voire nocives ou toxiques pour certains, mais au moins ça il connaît. Là, le lien de flamme jumelle, d'un seul coup, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Donc ça peut être ça, et puis, car il a besoin d'être repu du non-amour, non-amour vrai, c'est de ça dont je parle, pour accueillir justement le vrai amour. Et donc passer par toutes ces autres relations qui sont des relations d'amour plus ou moins égotiques, on ne va pas toutes les condamner, certaines peuvent être effectivement des relations d'âme-sœur, etc. En tout cas, quand il y a accumulation de relations, il y a quelque chose de dysfonctionnant, donc l'autre peut être, ou vous pouvez être dans un phénomène de... je suis dans une accumulation d'expériences jusqu'à ce que je sois repu du non-amour vrai, jusqu'à plus soif, jusqu'à l'écœurement. Ok, face à ça, j'ai envie de vous inviter à la permissivité positive. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je l'ai dit à plusieurs reprises, Philippe a vraiment expérimenté ce phénomène-là, non pas parce que c'est un coureur de jupons, pas du tout, mais parce que il y avait chez lui une forte dépendance affective à régler, un rapport aux femmes aussi à régler, et que donc il a été dans cette accumulation de relations qui plus est pour la plupart toxiques, en tout cas largement égotiques et certaines profondément nocives. Et donc j'ai toujours été dans une forme de permissivité parce que d'abord, moins on oppose de résistance, donc plus c'est permis, moins il y a quelque chose d'attractif, puisque c'est permis, mais c'est pas une stratégie. Et c'est aller très loin et jusqu'à cet élan que moi je nomme d'amour pur, qui n'est pas un défi ou un rejet de dire « Ok, écoute, emprunte ton chemin, ce chemin-là, c'est ce chemin d'expérience-là, jusqu'au bout du bout du bout du bout. Fais-le vraiment, complètement. Même si ces expériences-là t'amènent à, d'une certaine façon, te retrouver en miettes, dans un phénomène de destruction, fais-le vraiment, va jusqu'au bout. Parce que en fait, ça demande à entendre que c'est en allant au bout de l'expérience et de l'apport de cette expérience, de son apprentissage, qu'on peut passer à autre chose. Et c'est pour ça que je me suis positionnée ainsi. Vous l'entendez encore avec émotion, parce que c'est pas quelque chose de simple, ça doit venir profondément de là. Je le redis, c'est pas une stratégie, c'est pas un rejet de l'autre, c'est vraiment un acte d'amour pur, de permissivité, en disant fais-le, vas-y. C'est pas non plus une autorisation, l'autre il n'a pas besoin de notre autorisation. Attention, sinon ça veut dire qu'on se place de manière supérieure. C'est vraiment de l'ordre de l'ouverture du cœur, vous voyez. Sur la question de la dépendance affective, il y a aussi quelque chose à regarder du côté de l'animus anima, masculin, féminin, quelque chose qui peut être dysfonctionnant et à fortifier. Alors, je ne développe pas ici parce que j'en reparlerai, c'est vraiment quelque chose vers lequel je vais certainement m'exprimer de plus en plus, et la vidéo est déjà un petit peu longue, je regarde les minutes défiler, donc on reparlera de ça. Mais ayez en tête qu'il y a différents aspects dans la dépendance affective, j'en ai brossé là quelques-uns de manière rapide, trouvez ce qui résonne pour vous.
La dernière question qui m'est souvent posée, qui revient souvent, c'est est-ce que je dois garder espoir? Non. Non, non, non. Pourquoi je dis ça? Parce que l'espoir, c'est de l'attente. Et derrière l'attente, il y a des doutes. Soyez dans la foi. Dans la foi, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'attente. Il y a une certitude. Alors, la foi, pas forcément que vous allez être réunis, que vous allez être en couple, c'est pas forcément ça que je veux dire. Je rappelle que ça, c'est le choix de l'âme, donc tout ça, c'est orchestré, c'est déjà décidé dans un agenda particulier, par des chemins, voilà, X ou Y. La foi, plutôt, que ce qui vient, que ce que vous vivez est juste. Je ne dis pas parfait, vous savez que je distingue juste et parfait, et juste au regard des choix d'évolution de votre âme. Soyez sûrs. Absolument sûr, soyez dans la foi par rapport à ça. Donc gardez espoir, non. Hein, je le dis de manière provocante, mais vous avez bien compris où je voulais en venir. Et je raconte dans les conférences que je fais, et là je vous le redis brièvement, comment je connaissais Philippe depuis 15 ans avant les retrouvailles. On se croisait de manière professionnelle, etc. Puis on s'est perdu de vue pendant 5 ans. Et au bout de ces 5 ans, il me vient l'idée, tiens, parce que j'organise un événement dans le caritatif, de recontacter ce professionnel pour, voilà, pour cet événement, pour faire support, promotion. Et donc, je suis tellement sûre, mais j'en sais rien que c'est ma flamme jumelle. Je suis tellement sûre que j'organise tout mon événement et que je ne le contacte même pas. J'attends seulement 3 semaines avant la date de l'événement pour prendre mon téléphone. Il a bien quand même, avec l'agenda que cette personne a, quand même 3 semaines, Nathalie, tu prends un risque. Mais avant ça, je ne suis pas du tout dans ce questionnement, ce qui ne me ressemble pas, parce que je suis dans un mouvement de foi. Vous voyez, là, c'est complètement la part de divin en moi qui s'est manifestée, le moi supérieur, qui a conduit toutes les opérations. Il y avait ce mouvement de foi. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai pris mon téléphone? Bien sûr qu'il m'a dit oui. Et puis on avait rendez-vous et il s'est enclenché derrière ce qui était prévu de s'enclencher. Donc, vous voyez, hein, sortez de ce côté espoir qui est teinté d'attente et donc forcément de doute, hein, d'hésitation, etc. Soyez dans la foi. Alors évidemment, dit comme ça a l'air facile. La foi, c'est le lâcher-prise, et ça n'est pas en travaillant sur le lâcher-prise qu'on y arrive, c'est... je le redis ici, qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise? C'est justement avoir foi. Donc si on n'arrive pas à lâcher prise, c'est qu'on veut contrôler, ça veut dire qu'on a besoin de se sentir en sécurité, donc on ne se sent donc pas en sécurité, donc ça veut dire qu'on a peur. Eh bien allons voir nos peurs, qui sont la racine de la difficulté à lâcher prise. On travaille sur nos peurs. Quand on a travaillé sur nos peurs, par effet de domino, en conséquence, on arrive dans le lâcher-prise et donc la foi. Hein, vous voyez, c'est ça. Donc voilà pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.